Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S208 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 8 avril 2021. Cette émission vous est présentée par Jouméo, votre espace de stockage et de partage photos et vidéos. Jouméo, sauvegardez l'essentiel. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Benjamin Favier du magazine Le Monde de la Photo et Daniel Pasquale du magazine en ligne Lens.fr. Cette semaine, on fait du shopping pour préparer l'arrivée des beaux jours et on l'espère tous, la libération et le fait de pouvoir circuler ou voyager librement. Nous allons mettre à l'honneur dans cette émission les vendeurs spécialisés de 4 enseignes photos différentes. Fox, notre partenaire historique, Camara, la Fnac et Miss Numérique. Toutes ces enseignes souffrent des restrictions d'ouverture imposées par le gouvernement pour freiner l'épidémie de la Covid-19. Elles ont toutes déployé des solutions pour continuer leur activité et conseiller leurs clients dans leurs achats. Cela passe par la possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques pour se faire conseiller, des solutions de click and collect ou encore de la vente en ligne. Il est primordial d'essayer tant que possible de les soutenir. Alors nous avons défini 4 profils de photographes vidéastes différents avec une problématique matos bien précise. Nous avons proposé à chacune des enseignes de répondre à un profil avec des conseils et une sélection de produits adéquats à proposer. Nous allons écouter leurs recommandations et de notre côté essayer à chaque fois de l'affiner ou de proposer une alternative. On commence donc avec un cas d'école très classique, celui du passage du monde du réflexe à celui de l'hybride. Imaginons donc une personne qui cherche à remplacer complètement son matériel et qui est par exemple déjà équipé d'un réflexe Nikon D300 avec mettons un objectif zoom transstandard très polyvalent comme un 18-140 mm en monture DX. Cette personne est passionnée de photo et a déjà de bonnes connaissances techniques. Elle fait un peu de tout en photo, mais elle a une petite préférence pour le portrait. On va dire que cette personne a un budget maximum de 3 000 €, tout compris, pour se rééquiper, et ne souhaite pas conserver son matériel actuel. Nous avons proposé ce profil à Patrice Guéry, le responsable de la boutique Ménesson Photo du groupe Fox à Reims. On écoute donc ses conseils. Déjà, ce qu'on peut lui proposer, c'est une reprise de son matériel pour déjà voir si son matériel vaut quelque chose encore et le déduire de son achat. Première chose, donc on va déjà avoir un petit peu d'argent. De là, on va lui proposer un hybride, effectivement, nouvelle génération. Donc par rapport à son D300, il va y avoir un vrai changement. Une solution qui serait la plus simple, la plus facile, la plus intuitive pour elle, ça serait de rester chez Nikon, partir sur un Z5 actuellement avec un petit 24-200 on va être dans un budget de 2200 € de tête. Voilà, elle va avoir quelque chose de très polyvalent, de très moderne. Donc, ça va déjà être un gain phénoménal en termes de qualité d'image, de sensibilité, d'autofocus. Bref, la différence qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit. On pourra lui adjoindre dans son budget un petit 50 mm en monture Z, c'est-à-dire qu'il soit adaptable directement sur l'appareil. Et on sera toujours en dessous de 3 000 €, largement. On peut monter en gamme, monter sur le Z6, avec un petit 24-70 ouverture 4, devrait être vraiment complet. Elle va pouvoir faire du portrait, elle va pouvoir avoir quelque chose de très polyvalent. On va peut-être aller dépasser un petit peu le budget si on rajoute un petit 50 mm, mais elle aura un boîtier très haut de gamme. Ça, c'est la solution, c'est les solutions les plus simples. On reste chez Nikon. La personne n'est pas secouée au niveau des menus. On a une architecture qui est à peu près la même. Voilà, ça, c'est la bonne solution. Après, on peut complètement changer. On peut aller chez Sony. On va être passé en plein format. Donc déjà, tous les boîtiers que j'ai cités, c'est du plein format. Donc on va avoir un vrai gap en termes de qualité, en termes de possibilités et de rendu. Une dynamique incroyable. Donc Sony, Alpha 7 III, un 24-105 dessus f4 avec vraiment une très belle qualité d'image. Elle va avoir quelque chose d'extrêmement polyvalent. On est sur un budget de 3 000 €. Il y a des opérations actuellement chez Sony qui permettent de gagner un petit peu d'argent sur un combo comme ça et de se payer un petit 50 mm. Donc, elle pourrait être vraiment à 50, voire même le 85 mm et avoir un matériel, un petit fourre-tout, mais, qui va correspondre à 90% de l'usage normal d'un photographe lambda. Donc, ça va être fantastique. Elle pourra évoluer si elle le veut par la suite, mais là,
quelque chose de vraiment génial. Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Et après, on peut rester dans le petit capteur parce qu'il ne faut pas non plus négliger le petit capteur. Je pense à Fuji, X-T4. Alors là, on va la secouer un petit peu, la personne, parce que l'architecture, les menus vont être complètement différents et on aura quelque chose de très très bien avec un 1855. Alors peut-être un petit peu moins polyvalent que ce cas-là, mais une ouverture plus importante. On sera dans un budget de 2002-2003 et avec une possibilité encore d'évoluer sur les optiques. Mais ça serait peut-être plus à essayer avant d'acheter, vraiment. Enfin, on essaye toujours avant d'acheter. Mais comme Fuji, il y a un choix d'objectif qui est assez important. On pourra voir un petit peu si elle veut aller vraiment vers le portrait, quelle ouverture. Voilà, il y a vraiment 2, 3, 50 mm. Vous avez un 51.4, un 51.2, pardon, un 50 f2, la petitesse, la polyvalence. Enfin, voilà, ça sont des choses à discuter avec la personne. Donc il y a quand même une foultitude de possibilités. Je trouve que pour un budget comme ça, et en plus avec la reprise de son matériel, très franchement, on peut avoir un fourre-tout de luxe là. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel, de ces recommandations? J'étais parti à peu près sur les mêmes, mais il pose les bonnes problématiques. C'est qu'en fait, dans ce cas de figure, les possibilités sont immenses. C'est plus une question d'affinité photographe-marque que de matériel au final. Oui, on ne se limite pas sur le capteur, on est d'accord. Oui, on s'ouvre aux petits. Hein. On n'oublie pas les petits. Parce que dans ce cas de figure, pour passer d'un réflexe à un hybride avec un budget de 3 000 €, honnêtement, tous les photographes vont trouver leur bonheur dans toutes les marques. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi l'écosystème. Il y a sur les hybrides plein format, des constructeurs qui sont arrivés récemment, le parc optique peut être un petit peu restreint encore. Donc il y a ça à garder en tête. Le plus simple, c'était de rester chez le même constructeur. Le photographe, il a ses repères et j'étais parti directement sur un Z6, moi quand même. Je ne vais pas commencer sur le Z5. Pas le Z6 II, non, on reste sur le Z6, c'est pour rentrer dans le budget, c'est pour ça. Non, Z6 II. Enfin non, j'avais mis Z6 II. Alors, ouais, moi j'aime bien le Z6 II aussi. Le Z6 II avec un 45 mm, bon, on dépasse un petit peu le budget, mais le Nikkor Z 85 allez, à 200 € près, on dépasse le budget, mais là il a le dernier cri et c'est top. Et on n'oublie pas la bague aussi, parce que si on parle à un iconiste et qu'on lui dit d'aller peut-être sur un hybride et sur un Z6, on fait le tour de son parc optique. Bon, s'il a qu'un 18-140, pas oublier que même les optiques en monture F DX peuvent être montées sur les bagues FTZ DX. Alors il y aura un recadrage, mais on pourra les utiliser parce que même le Z50 qui est APS-C est en monture Z. Ce qui est une spécificité par rapport, par exemple, Bon, Canon n'a pas encore sorti de RF APS-C, on ne sait pas s'ils le font un jour, mais en tout cas, il faut préciser cette compatibilité. Les bagues, c'est important. Et puis, bon, il y a quelques petits modèles qui n'ont pas été cités. Moi, je pense que le petit RP de Canon qu'on trouve maintenant autour de 1 000 €, qui est ultra rudimentaire, qui est très bridé en rafale, c'est un choix sympa pour rentrer dans l'hybride 24-36. On peut acheter des optiques à côté, même si moi clairement c'est pas mon favori. Dans ce cas-là, oui. Enfin, moi j'étais resté plutôt dans du haut de gamme en plein format, mais ouais, comme je disais tout à l'heure, chaque marque propose quelque chose qui ira. Oui. Il y a le OSR de Canon est très bien. Même si elle a la touch bar qui. Ouais, bon, on oublie la touch bar. Tu mets un scotch. Mais le reste du boîtier est très bon. Le capteur, la F, c'est clair. Le R6, pareil, mais tu dépasses un petit peu le budget. Chez Panasonic, on est au-dessus. Le S1. Et on pète le budget aussi. Et je crois que S1, R6, hélas, dès qu'on met une optique avec, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. On est dans la tranche supérieure. Mais après, on est sur la catégorie un peu au-dessus, ouais. Mais après, dans les plus petits capteurs, oui. Alors l'avantage des petits capteurs, je dirais que les tarifs sont moindres et du coup, tu peux vraiment te faire plaisir avec les optiques. Absolument. Et c'est pour ça, oui, tout à fait. Moi, chez Fuji, je conseillerais même un XT3 plutôt que le XT4. Le XT3 qu'on trouve à des prix vraiment décents. C'est le même capteur. On peut adjoindre, on peut se faire plaisir en optique. Il y a le Lumix G9, qui est un produit assez remarquable. C'est un tank, un peu comme le D300. On partait sur le D300 sur la config initiale de la personne qui veut s'équiper. Bon, le G9, c'est juste, ça résiste à toutes les températures, climat, machin.
Donc en micro 4 tiers, c'est vraiment bien, tout comme les EM1 d'Olympus. C'est vraiment des super boîtiers. Donc oui, il y a largement de quoi faire. Après, ce qui est vraiment intéressant avec ce profil-là, qui est, entre guillemets, accroché à aucun constructeur, on peut repartir vraiment de zéro, en quelque sorte. Et l'hybride a maintenant suffisamment de recul et d'ancienneté pour qu'on ait un peu la possibilité de se dire, bon bah voilà, je vais investir peut-être pas sur un boîtier toute dernière génération, je vais acheter la génération d'avant qui va être assez peu cher et du coup bah, je vais me faire plaisir sur les optiques. Moi je suis plutôt de cette école-là, de se dire bon bah voilà, on met entre guillemets le minimum de sous dans le boîtier qui peut être amené à être renouvelé, je sais pas moi, tous les 3 ans, ou tous les 5 ans, et par contre de mettre le paquet sur l'optique et de se faire plaisir avec des objectifs lumineux, pas forcément rester chez le constructeur initial, mais aller voir ce qui se passe sur des marques comme Tamron, comme Sigma, comme Laowa, comme Samyang. Enfin voilà, pour le coup, en termes d'optique, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Je te rejoins là-dessus parce qu'on a quand même tendance à garder ses optiques plus longtemps que son boîtier. Bon, après, il faut choisir sa chapelle au départ et pas se tromper. Mais une fois qu'on a un parc optique, on le garde et on peut changer d'appareil plus facilement. Affirmatif. On passe au deuxième scénario. Alors on va attaquer un second cas d'école, celui du passage. Et oui, on va prendre un petit coup de vieux les gars. Du monde du smartphone à celui des véritables appareils photo. On imagine donc une personne qui est fan de photos et qui partage régulièrement ses images sur les réseaux sociaux, alors de ses voyages, de son quotidien et de sa passion. On va dire que cette personne est passionnée par la pâtisserie. Elle souhaite franchir le cap dans la qualité de ses images et être aussi en mesure de faire des tutos vidéo de ses recettes. Elle a pour ambition de monter d'ailleurs une chaîne YouTube sur le sujet. Elle n'a pas vraiment de connaissances techniques particulières en photo et en vidéo et elle dispose d'un budget de 1 500 € maximum pour s'équiper. Nous avons proposé ce profil à Thierry Daube, le responsable du rayon photo de la Fnac de Strasbourg, qui y travaille depuis plus de 30 ans. On écoute ses conseils. Moi, je dirais le meilleur compromis à l'heure actuelle, en essayant de rester à peu près dans le budget, c'est l'Olympus OM5 Mark III avec le 1450. On a un capteur donc de type 4 tiers d'une résolution de 20 millions qui permet effectivement d'avoir une bonne sensibilité d'image, pouvoir recadrer facilement les images s'il fallait. Éventuellement, ce qu'on peut rajouter quand même par rapport à l'Olympus, c'est sa très bonne stabilisation d'image qui est une des meilleures aujourd'hui sur le marché par rapport à ses voyages, d'avoir, quand elle le tient en main, toujours une très bonne stabilisation d'image. Donc une image qui est fluide, qui est stable, aussi bien en photo qu'en vidéo. Comme la plupart des appareils photo, l'Olympus est pilotable en Wi-Fi et en Bluetooth par rapport à un smartphone, qui permet effectivement même d'avoir le retour vidéo, ce qui permet d'avoir un angle décalé si l'appareil photo est placé au-dessus du plan de travail de la cuisine, par exemple. Et après, de pouvoir récupérer directement les photos ou les vidéos, de pouvoir les transférer sur les réseaux sociaux directement sans autre manipulation. Donc, on a un boîtier qui va être léger, qui va être facile à transporter donc pour pouvoir faire ses voyages. L'optique étant polyvalente, on va pouvoir faire aussi bien des photos de paysage que effectivement un zoom pour pouvoir rapprocher le détail. Non, puis après, le budget sur le micro 4 tiers en termes d'objectifs, de référence d'objectifs, c'est quand même la référence la plus développée, puisqu'on a quand même deux grandes marques d'appareils photo, donc Panasonic et Olympus, qui sont équipés, et on trouve du Laowa, on trouve du Samyang, effectivement totalement compatible. Donc par la suite, elle pourra compléter son parc avec des optiques macro, par exemple, qui seront plus dédiées à la pâtisserie, ou des zooms très puissants, puisqu'on peut aller jusqu'à, sans trop de problème, 800 mm, mais dans des prix très raisonnables par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. L'écran est tactile, donc il est orientable totalement, donc elle va pouvoir se voir sur l'écran. Donc pour avoir le retour vidéo, ça lui évitera d'avoir un appareil extérieur. L'appareil est totalement tropicalisé ainsi que son objectif. Donc, c'est un appareil qu'on va pouvoir emmener très facilement partout, y compris dans une cuisine où éventuellement on risque d'avoir des problèmes d'humidité et de vapeur liés à la cuisson. On peut lui adjoindre un micro de type un Rode, ça vaut dans les 70 €, qui permettra d'augmenter la qualité de son.
Un trépied, on peut prendre soit un trépied de type Manfrotto qui vaut une centaine d'euros qu'on peut poser directement au sol. Après, il y a des petits GorillaPod qui sont très sympas, qui sont un peu moins chers, qui permettent de le poser directement sur le plan de travail ou de l'accrocher sur une étagère ou sur un autre support pour effectivement rester stable et avoir les mains libres pour pouvoir travailler, faire ses présentations. Daniel, tu conseilles quoi, toi, à un possesseur de smartphone qui veut s'équiper en hybride? Alors, quand j'ai vu le profil smartphone passer à l'hybride, j'ai pensé à compacité. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, vu le rapport qualité-prix, c'était le GX9 de Panasonic Lumix. Surtout que tu trouves des kits, mais à double. Ah oui, il y a le triple kit avec le 12-32, le 25 mm, le 3500, ouais, il y a pas 1 mal. 000 €. Enfin, là, s'il n'y en avait qu'un, c'était le GX9, c'est celui-là. Après, moi, j'aime bien faire péter les budgets, alors j'ai fait un peu péter le budget. Un petit Z5 avec un 24-50, ça peut le faire. Oh, le gourmand. Ah oui. On est à 250 € au-dessus du budget, allez, en grosso modo. T'as pas d'accessoires, je veux dire, comme l'explique très bien Thierry, si tu veux monter une petite chaîne YouTube, il te faut un trépied, il te faut un micro, il l'a pas dit, mais je pense que tu vois, un petit peu d'éclairage LED, ça peut être important pour donner un peu une qualité un peu pro à ces vidéos. C'est important tout ça et ça coûte de l'argent. Alors, pour garder du budget pour les accessoires, donc le GX9, il y a celui-là, mais sinon après il y a multiple, il y a les XS10 de Fuji aussi qui est pas mal du tout, le XT30. C'est mon chouchou, le XT30. Hein. Ouais. Moi, l'utilisateur de smartphone qui me parle de ses applis avec des beaux rendus, des machins, moi je prends le XT30, je lui mets dans les mains et puis je lui explique comment fonctionnent les simulations de films, Classic Chrome, Acros, etc. Et on peut voir que les appareils photo sont pas si ringards que ça. En tout cas, les modes de simulation de film, ça marche vraiment bien chez Fuji. La qualité d'image, elle est dingue. Le capteur APS-C est superbe. Et en plus, maintenant, ils ont tous des applications qui permettent d'envoyer directement sur les différents réseaux sociaux. C'est assez simple. Oui, l'appairage est quand même devenu enfin relativement simple, ouais, en Bluetooth. C'est vrai que c'est pas facile pour ces entre guillemets primo-accédants qui rentrent dans l'univers de la photo et de la vidéo et qui ont une simple, c'est un peu péjoratif, mais qui ont uniquement une expérience au smartphone. C'est un peu déroutant. Puis c'est des appareils qui sont quand même un petit peu plus compliqués à utiliser qu'un smartphone. C'est pas les mêmes automatismes, c'est pas les mêmes réglages, c'est pas la même manière de les prendre en main. On fait pas les photos de la même manière avec un smartphone qu'avec un appareil photo. C'est important de pouvoir se faire conseiller dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire le bon choix au début, quoi. Ouais, mais Daniel a raison, la compacité, c'est peut-être le totem, c'est peut-être le principal argument pour convaincre ces personnes-là et du coup aussi trouver le bon petit sac qui va bien pour que ce soit pas trop encombrant, que ce soit facile à amener un peu partout. C'est pas simple, Quelqu'un qui est dans cette démarche, c'est qu'elle veut déjà aller au-delà de la photographie par smartphone, donc elle veut aller un pas plus loin. Pas de plein format, mais 4 tiers, de la APS-C, je pense qu'il... Même si en plein format, on peut trouver un asset en kit désormais à moins de 1000 balles. Hein. Facile. Ouais, c'est les vieilles générations. Oui. Vieille génération, mais toujours très valable en termes de qualité d'image. On a juste un déclencheur qui est très bruyant. J'ai du mal avec... je pourrais pas conseiller un Alpha 7 première génération. L'ergonomie est quand même très particulière pour quelqu'un qui vient du smartphone. C'est peut-être déjà trop expert. Après, en tout cas, il y a une fonction qui est très importante pour ce type de personnes, c'est cette possibilité du coup de pouvoir transférer simplement, rapidement et j'ai envie de dire quasiment instantanément les photos qu'on fait, les photos ou les vidéos qu'on fait avec son appareil photo directement sur son smartphone pour pouvoir faire 3 poils de retouche et les partager sans devoir passer par un ordinateur. Et ça, tous les constructeurs proposent quelque chose de plus ou moins ludique et facile à mettre en place. Oui, mais c'est là que l'intérêt d'avoir des JPEG de qualité dès le départ, c'est pour ça que je citais le XT30 aussi, c'est que quand tu as un rendu satisfaisant dès le départ et que tu veux le partager tout de suite, c'est plus simple que de faire de la retouche, de dématricer le RAW dans le boîtier ou sur l'appli. Tout ça, ça compte. Donc, avoir le résultat final le plus tôt possible, c'est quand même l'idéal. On passe à la suite avec un nouveau cas virtuel, mais très intéressant, celui du passage
de l'argentique au numérique. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu sourire, mais il y a encore beaucoup de personnes qui font de la photo argentique. Mais il y a surtout l'inverse qui se produit. Et il y a beaucoup l'inverse qui se produit. Mais bon, en tout cas, on va essayer de s'intéresser à ce cas de figure-là, celui du passage de l'argentique au numérique. On va donc imaginer une personne qui fait de la photo argentique depuis très longtemps. Et on va dire que cette personne est par exemple équipée avec un Leica M6 et 3 belles focales fixes. Elle souhaite franchir le cap du numérique avec la volonté et la contrainte de continuer à utiliser ces 3 objectifs. Elle s'y connaît très bien en photo, mais pas trop, voire pas du tout en numérique. Ses domaines de prédilection photographique sont naturellement le reportage, la street photo et l'architecture. On va dire que cette personne a un budget maximum de 2 500 € pour s'équiper. Nous avons proposé ce profil à Pierre Charmet, le responsable de la boutique Studio Gonnet du groupe Camara, à Le Chambon-Feugerolles, près de Saint-Étienne. On écoute ses conseils. Alors, au vu de ces anciennes optiques, de toute façon, c'est ce qu'on lui aurait demandé tout de suite en boutique, c'est de savoir si elle voulait garder ses optiques ou pas, parce que dans le budget, ça va compter réellement. Au vu de ces anciennes optiques, on va plutôt lui proposer donc en hybride des marques comme Fuji ou comme Sony. Et puis, dans ce thème photo de rue aussi, Fuji répond totalement à ces exigences-là. C'est-à-dire qu'ils ont un boîtier comme le X Pro 3, par exemple, qui ressemble à Leica, qui a un look de Leica, qui saura parfaitement répondre aux exigences de la personne qui viendra du matériel photo argentique. Ergonomiquement parlant, on va dire, puis on va pouvoir retrouver sur le dessus du boîtier une molette pour la vitesse. On va pouvoir s'y retrouver des ISO ou la correction d'exposition, par exemple. Ils ont simulé des films comme la Acrophoto. Alors ça, c'est l'un des derniers filtres qui a été sorti. Il y a de la Velvia, tous les films Fuji qu'on retrouvait auparavant en argentique, on peut les simuler directement à la prise de vue. Ça fait toujours leur succès auprès des gens qui viennent de l'argentique. Et vraiment, on retrouve la tonalité qu'on pourrait retrouver auparavant lorsqu'on faisait développer ces photos ou ces diapos sur des photos numériques. Effectivement, le capteur étant plus petit, il ne va pas retrouver tout à fait le même modelé en termes de profondeur de champ. Et il aura une transition qui sera beaucoup plus tranchée sur un capteur APS-C. Si on part sur du capteur 24-36, chez Sony, notamment par exemple un Alpha 3, un Alpha 7 III, excusez-moi, va être une bonne alternative. On a quelques-uns de nos clients qui ont déjà franchi le pas et qui ont des optiques Leica sur du Sony. On n'aura pas tout à fait le même charme, on va dire, du vieux boîtier, du look, en tout cas Leica ou Fuji. On sera sur un boîtier un peu plus moderne, mais par contre, en termes de spec pur, donc c'est-à-dire de montée en sensibilité, de qualité d'image, de dynamique des couleurs, on aura par contre un boîtier qui est vraiment ultra satisfaisant. Chez Fuji, il existe une bague faite par la marque pour les optiques Leica, sur lequel on pourra monter n'importe quelle optique M. Attention, pas R. Il faut compter à environ 150 €. Et pour les Sony, il existe une bague. Alors là, Sony ne développe pas de bague pour l'adaptation des Leica M sur Sony. On va les trouver notamment chez des marques comme Novoflex et toujours à peu près dans les mêmes prix, aux alentours de 150, 160 € en fonction du modèle qu'on va choisir. Les bagues, on adhère, Daniel ? Là, on n'a pas le choix. De toute façon, si... Ah si, on peut acheter un M numérique ? Ah oui, alors... pas avec 2500 €. On fait... Alors, là, tu me retires... On parle de 2500 €, pardon. Oui. tu me retires mon expertise de... On fait péter le budget, on multiplie le budget par 3 et comme tu as l'air de bien aimer péter les budgets, pétons-le. Il attend un peu et il achète un M10. Au moins, c'est réglé et voilà. Mais bon, c'était pas les contours de l'exercice. Donc, et puis, moi, il y en a qu'un qui m'est venu à l'esprit et il a été cité, c'est le Fujifilm X Pro 3, quoi. Ah ouais, mais j'aurais plutôt dans le X Pro, j'aurais préféré le X Pro 2. Moi, ça m'a pas du tout parlé leur écran. Alors ok, la manière de faire basculer l'écran,
Alors avec la petite fenêtre qui permet à l'ancienne de rappeler la simulation de film, ok, mais alors l'ergonomie, moi, je l'aime pas du tout sur l'X Pro 3. J'aimais bien le X Pro 2, mais alors l'X Pro 3, j'étais... Je suis resté dans les appareils de perturbé. dernière génération, mais en fait, oui, tu prends un X Pro, voilà. On est d'accord. On va dire un X Pro, ouais. En fait, il n'y a pas le choix. Hmm. Le monsieur ou la personne dans ce cas de figure, il n'a pas le choix, il prend un X Pro. Ouais, avec une bague. Ou alors on fait table rase et on va sur du Pentax. Moi, j'aime bien le K1 Mark II. Je me suis dit, tiens, dans la limite de prix, un K1 Mark II avec un 35 f2, on est dans la limite de prix. On a une belle visée réflexe. On perd pas, donc on passe du télémétrique au numérique, mais on garde une visée, une belle visée. On a un produit qui tient bien en main. Voilà. Après, j'ai une alternative, c'est que s'il a trois optiques Leica, il en vend une, il achète le M10 et il en garde deux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal de raisonner comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec ce profil, c'est la mise en lumière d'un aspect que permet le système hybride dans sa conception, c'est évidemment la rétrocompatibilité avec des optiques qui peuvent être très anciennes. L'intérêt de l'hybride et de cette visée en temps réel, c'est d'avoir la possibilité, avec des fonctions comme le focus picking ou encore la possibilité de zoomer instantanément dans l'image, de pouvoir réaliser une mise au point manuelle avec une extrême précision et avec une grande facilité. Il y a même des meilleurs, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Nikon excelle en ça. À titre perso, moi j'utilise un D750 toujours avec des optiques AIS. Donc des optiques qui datent des années 80, dont un 105 mm par exemple AIS. Et dans le viseur, on a un témoin de mise au point qui confirme la mise au point. On peut paramétrer dans les menus la focale, l'ouverture. Donc toutes les données EXIF sont intégrées. C'est génial. Donc on fonctionne uniquement en mise au point, comme tu le disais, avec le focus picking au besoin. Mais même là, on n'a pas besoin puisqu'il y a un témoin de mise au point. C'est génial. On retrouve vraiment le plaisir, la sensation des bacs de diaph et de son optique ancienne avec le rendu sur un boîtier qui a désormais 7 ans. C'est pas mal. Je vais faire un peu le rabat-joie, c'est qu'on atteint de telles définitions sur les capteurs modernes qu'en fonction des vieilles optiques, certaines, la résolution optique n'est plus assez bonne pour alimenter. Eh ben, il y a de bonnes surprises, figure-toi. Et je renvoie aux e-books de Jean-Marie. Mais t'as raison. Il faut faire attention. Il y en a qui viennent des culs de bouteille qu'il faut jeter, c'est clair. Il y en a qui passent plus du tout les définitions actuelles. Et il y a de bonnes surprises. Et c'est en ça, notamment, par exemple chez Leica aussi, mais chez Nikon, on peut réutiliser d'anciens pots pour faire de nouvelles soupes. Ouais. Et moi, je vais vous dire, j'ai eu la chance de pouvoir tester une configuration qui m'a marqué, qui m'a beaucoup plu. Donc, c'était un Sony Alpha 7 deuxième génération avec ses optiques Zeiss, les Loxia, 100% manuelles, mais qui sont magnifiques en termes de qualité. Elles ont été conçues pour. Elles sont magnifiques en termes de qualité d'image et elles sont d'un plaisir à utiliser en mise au point manuelle. C'est redoutable. Ah, c'est onctueux. Ouais, on est d'accord. Par contre, le prix est onctueux aussi. Hein. Si tu prends des vieilles optiques de ce calibre-là, oui, il n'y a aucun souci. Allez, on continue et on attaque le dernier scénario. On va imaginer une personne qui souhaite se lancer dans la vidéo professionnellement et qui a besoin de s'équiper de A à Z avec une configuration, on va dire, mono-caméra. Elle souhaite pouvoir proposer ses services dans du reportage, de l'événementiel et de la réalisation d'interviews. On va imaginer que cette personne a fait des études d'audiovisuel, elle vient de sortir et que pendant ses études, elle a appris la vidéo avec un réflexe, un Canon EOS 5D Mark II avec un zoom transstandard. Cette personne a fait un gros effort, elle dispose d'un budget de 5 000 € au maximum pour s'équiper et on va dire sans prendre en compte la partie informatique et poste de travail pour le montage. Alors on a proposé ce profil à Nicolas Fonbaron, qui est le superviseur des ventes chez Miss Numérique, qui dispose d'une boutique physique à Nancy et d'un site web. On écoute ses conseils. On pourrait partir sur deux profils différents. Si la personne a bien apprécié l'utilisation de Canon pendant sa formation, on pourrait se diriger sur un boîtier hybride Canon actuel parce que les hybrides sont quand même bien orientés sur le profil vidéo. Donc je dirais un petit R6 par exemple qui est tout à fait performant dans ce genre de situation. Bon, après, c'est du reportage, de l'événementiel.
Ce sera plus pour s'orienter sur une partie un peu plus quali, pour jouer avec la profondeur de champ, tout ça, du fait de la taille du capteur. Donc un kit Canon R6 avec un 24-105 stabilisé, pas le F4 parce que sinon ça ferait monter un peu trop le budget. Pour être un petit peu plus run and gun, un petit stabilisateur Ronin SC2, je pense que ce serait pas mal du tout. Pour la prise de son, parce qu'il faut quand même pas négliger le son sur la vidéo, ça joue quand même énormément. J'aurais tendance là d'entrée de jeu orienté vers un micro Rode. Les Videomic NTG sont plutôt pas mal. L'éclairage peut également être très important dans des conditions de basse lumière, même si le Canon sort plutôt pas mal en montée en ISO, plus la stabilisation du capteur, plus la stabilisation de l'optique, plus le Ronin, on devrait s'en sortir quand même plutôt pas mal. Je mettrais une petite torche à puture, assez légère, vraiment pour déboucher les ombres à courte portée, pour du reportage de proximité ou de l'interview assez proche. Et pour soulager un petit peu l'ensemble, j'aurais tendance à rediriger aussi vers une poignée double pour les Ronin SC2. Et ça permettrait d'avoir un système un peu homogène, vraiment run and gun et assez efficace, quoi. Maintenant, tu as un deuxième profil un petit peu plus conventionnel pour du reportage, de l'événementiel, du corpo, des choses comme ça. C'est plutôt très utilisé aussi. C'est de la caméra point, vraiment orientée avec un plus petit capteur, avec une optique intégrée. Donc, on ne se pose pas la question de quel objectif on va choisir. On a une focale de 15 fois, par exemple. Je pense, toujours pour rester chez Canon, parce que si l'ergonomie Canon n'a plu à l'utilisateur, on la retrouve aussi un petit peu sur les caméras. Donc, je pensais à une caméra, une XA55, par exemple, chez Canon, tout en un. Là, pour le coup, il y a largement de quoi faire. Aussi, plus petit capteur, donc la gestion de la profondeur de champ, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'avec du R6 en plein format. Je poserai un petit peu moins la question du côté, entre guillemets, artistique, et on pourra plus se focaliser sur l'événement en lui-même pour avoir quelque chose d'un petit peu plus percutant. Et là, pour le coup, on a de la poignée XLR, on peut brancher plusieurs micros. Je partirais sur du Rode NTG5 en micro. Et en complément, s'il devait y avoir un peu plus d'interviews, du micro-cravate, on a les petits Holyland Lark 150 qui fonctionnent plutôt pas mal, là, qu'on a essayé dernièrement. Et puis en termes d'éclairage, je resterais sur les petites torches à puture, les ALMX, là, qui marchent plutôt bien. Ils fournissent une bonne puissance pour une petite taille et ça permettrait de rester toujours dans un petit gabarit très one-man crew, quoi. Une personne toute seule qui n'a pas besoin d'avoir un assistant qui va percher un micro ou de l'éclairage ou autre. Et là, pour te donner une idée, je crois que sur un setup XA55 avec un NTG5, un Holyland Lark 150, une torche à puture et puis bien sûr une carte mémoire, on tourne aux alentours de 3 900 €. Et puis sur le kit R6 dont je t'ai parlé juste avant, on est aux alentours de 4 200 € à peu près au total. Donc ce qui reste encore une fois dans le budget et qui peut même laisser encore un petit peu de marge si vraiment il y avait 5 000 de budget, de se dire que pourquoi pas acheter une optique à focale fixe pour jouer un peu plus sur la qualité et la profondeur de champ. Ouais, la profondeur de champ, c'est quand même un paramètre hyper important quand on veut faire de la vidéo tout seul. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Daniel ? Tout dépend du type de vidéo. Si c'est pour faire du court-métrage ou de l'artistique, oui, la profondeur de champ va être un critère primordial. Après, si c'est pour faire de l'institutionnel, du reportage, de l'interview, c'est un petit peu moins important à mes yeux. Et là, dans cette configuration-là, avec le budget de 5 000 €, il y a justement la question de l'équipement. Et donc, pour avoir du budget pour les accessoires, moi j'ai pensé au Lumix S5. Compact, plein format. On a un tarif raisonnable, ce qui laisse du budget pour les accessoires, micro, torche, cache, stabilisateur. La personne peut se faire un petit package complet. Et il ne faut pas oublier le 4 tiers. Et là, je reste encore chez Panasonic Lumix avec les GH5. Ah, les GH5, c'est fantastique. Ouais. Là, pour cette personne-là qui sort de l'école et qui veut se lancer dans la vidéo, avec son budget, elle prend un GH5 qui est vraiment pas cher du tout pour ce qu'ils sont capables de faire. Et elle peut se faire plaisir au niveau des optiques, des micros, des accessoires, des gimbals. Et là, elle a un pack complet. Mais là, je peux ne conseiller que le GH5. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Tu t'équipes en optique, la double stab marche hyper bien sur le GH5. Tu prends une optique stabilisée avec celle du capteur, tu peux tourner à main levée en te passant d'un pied sans aucun problème.
ce qui te permet aussi d'acheter un micro, d'être très mobile. Et puis surtout, ce qui est important, c'est les durées de tournage. Parce que si tu fais du live, si tu fais par exemple des captations live, des choses comme ça, de concerts, moi, le conseil donné par le revendeur du R6, là, il atteint des limites. Parce que si on veut faire des captations Ultra HD en live avec un R6, on peut pas. Tout simplement, faut le dire. Enfin, au-delà d'un certain nombre de minutes, c'est pas possible. Ça, c'est un élément qui est pour moi hyper important, quoi. Et juste pour finir sur l'UMIX, c'est important. Tu parlais du S5, c'est vrai. Les gens qui ont acheté un S1 et qui s'intéressent à la vidéo, j'espère qu'ils ont mis à jour leur firmware parce que depuis quelques jours, le nouveau firmware 2.0 donne à ce boîtier des caractéristiques, quasi toutes les caractéristiques du S1H, qui est le Lumix haut de gamme vidéo, l'équivalent de la 7S3. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant aussi. Non, mais on reboucle sur le début de l'émission de l'importance des mises à jour des marques. Et voilà. Donc vraiment très très important. Ouais, et les vidéastes sont des gens en général qui aiment bien bricoler. Et là, dans la configuration de départ, il y avait, je crois, un 5D Mark II avec un zoom 24-105. On peut aussi recommander, là encore, des bagues. Il y a Sigma qui propose des bagues pour adapter des optiques Canon EF sur des Sony, des hybrides Sony en montureux ou des hybrides en monturel. Sigma Lumix, c'est les bagues MC11 et MC21, je crois. Donc les canonistes qui veulent s'équiper en matériel vidéo, mais autres que Canon, ont aussi la possibilité de le faire via des bagues. Et ça, c'est important aussi quand on fait de la vidéo, de voir qu'il y a tout un champ ouvert en fonction des optiques qu'on a déjà. Pareil, on peut encore les utiliser grâce à ces fameuses bagues. Bon bah voilà, on commence à arriver au bout de cette discussion, de ce débat. Je remercie évidemment nos 4 vendeurs spécialisés de s'être prêtés à l'exercice. Alors, on ne peut pas traiter tous les cas de figure, tous les profils, toutes les configurations possibles, mais j'espère que par nos réflexions et leurs conseils, vous réussissez à un peu sentir comment il faut aborder les réflexions avant d'investir dans un nouveau matériel, parce que c'est quand même des investissements qui ne sont pas du tout négligeables. Donc il faut savoir faire les bons choix.